Puna au Pérou. C'est un désert vide, une terre rocailleuse et un grand rien. Ah non, attends, il y a la yareta. La yareta est une plante à fleurs tellement particulière qu'on pourrait croire qu'elle a été photoshopée. C'est dire à quel point elle est différente du reste du désert. À première vue, on dirait des rochers couverts de mousse. Mais il s'agit d'une plante vieille de 3000 ans, que l'on trouve dans les prairies gelées de la Puna, dans les Andes. Cette plante pousse en groupe, et elles sont si denses que tu pourrais te tenir sur un arbuste de yareta et il supporterait ton poids sans problème. Le Spotted Lake au Canada. Certains l'appellent le lieu le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, ce n'est qu'un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaie d'y aller en été, quand l'eau commence à s'évaporer. Tu auras l'impression d'entrer dans un autre monde, un paysage avec des taches bleues, vertes et jaunes. En été, il y a plus de 300 piscines et elles sont magiques. Au cours des siècles, les gens ont toujours cru que chacune d'entre elles avait des propriétés curatives différentes. Oh, et l'explication de ces couleurs vives est purement scientifique. Chacune d'entre elles a une forte concentration de minéraux différents. Rio Tinto en Espagne. Depuis plus de 5000 ans, le fleuve Rouge est entouré de mines de cuivre, d'argent, d'or et d'autres minéraux. Ces minéraux donnent à la rivière sa couleur rougeâtre si particulière. Les gens ont exploité cette région pendant des siècles, jusqu'à ce que toute l'industrie commence à disparaître. Les mines sont restées abandonnées jusqu'à leur redécouverte au XVIIIe siècle. La rivière est assez impressionnante, mais elle est aussi très dangereuse pour les humains en raison de sa forte acidité. Les bactéries présentes dans l'eau créent des conditions similaires à celles que l'on peut trouver dans d'autres endroits de notre système solaire. Par exemple, les scientifiques pensent qu'il y a une chose assez identique sur l'une des lunes de Jupiter, Europe. Un océan acide est caché sous la surface de la Lune. La baie de Toyama. Si tu te promènes le long de la côte de la baie de Toyama au Japon, tu auras peut-être la chance de voir une lumière bleu néon du genre mystique. Elle vient de sous l'eau et éclaire la mer pendant la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux voir un phénomène pareil. C'est le calmar luciole qui est responsable de ce spectacle époustouflant. Cette créature habite à une profondeur de plus de 200 mètres sous la surface. Mais au printemps, ils se regroupent près de la côte. Parfois, les vagues les emportent même jusqu'au rivage. La lumière que ces animaux émettent est en fait un camouflage qui les aide à se cacher et à se protéger. Pendant la journée, les calmars retournent dans les profondeurs, mais la nuit, ils reviennent faire la fête près du rivage. La lumière qu'ils produisent n'est pas suffisamment forte pour pouvoir lire un livre dans le noir, mais elle est tout de même assez impressionnante. Fly Geyser, Nevada, aux États-Unis. Imagine que tu es dans une fusée spatiale. À un moment donné, tu réalises que tu es entré dans l'atmosphère d'une planète inconnue. Tu n'as même pas vu qu'elle était là. La gravité de la planète commence à tirer ta fusée vers le bas. Bientôt, elle s'écrase sur sa surface. Heureusement, ton vaisseau spatial est assez solide et reste intact. Alors tu enfiles ta combinaison spatiale et tu vas voir dehors en rampant. Juste devant toi, il y a quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Une nature incroyable, des couleurs extraordinaires et un truc bizarre qui ressemble à une montagne. Et soudain, il crache une colonne d'eau bouillante. Tu secoues la tête, encore ton imagination débordante. Tu es en fait dans le Nevada, en train de regarder le Fly Ranch Geyser. Ne sois pas déçu, il est quand même incroyable. Ce geyser est apparu dans les années 1960, lorsqu'une compagnie d'énergie géothermique a effectué un forage. Cela a permis à la nappe phréatique de s'échapper. Et les couleurs sont similaires à celles que tu peux voir dans le parc national de Yellowstone, et c'est tout simplement à cause des algues. En parlant de Yellowstone, c'est un autre endroit qui semble avoir été extrait d'une autre galaxie. Sur une superficie plus grande que les États du Delaware et du Rhode Island réunis, on trouve plus de 10 000 structures hydrothermales, 500 geysers et des chutes d'eau incroyables. Tsingy de Bemaraha à Madagascar. Voici un endroit où tu peux facilement t'imaginer en train de tomber nez à nez avec des animaux très anciens. Tu peux presque les voir se cacher parmi les rochers pointus qui montent jusqu'à 100 mètres. La moitié de ce parc national est recouverte de forêt et l'autre moitié est constituée de rochers formés par l'érosion de l'eau. L'endroit abrite de nombreux animaux comme des caméléons, des iguanes, des grenouilles et de nombreuses espèces de lémuriens. Glacier Vatnajökull en Islande. Dans ta quête pour découvrir les merveilles extraterrestres de notre planète, n'oublie pas de passer par l'Islande.
Tu y trouveras le plus grand glacier de toute l'Europe. À certains endroits, la glace peut avoir plus de 914 mètres d'épaisseur. Vatnajökull possède 30 glaciers émissaires prêts à être explorés. Ce sont des canaux de glace qui, autrefois, sortaient d'une calotte glaciaire mais restaient coincés dans les limites de la vallée. Quant aux célèbres grottes de glace islandaises, elles se forment lorsque l'eau de fonte traverse un glacier en essayant de remonter jusqu'à la surface. Cela se produit généralement en été, lorsque les températures sont plus élevées et que le flux d'eau est plus intense. Lorsque les températures baissent, l'eau gèle. C'est ainsi que les grottes se forment. Staffa, Écosse, Royaume-Uni. Staffa est une île inhabitée qui ressemble à une autre planète. Une fois que tu la vois, tu ne peux pas te défaire du sentiment qu'elle cache des tas de secrets. Pourtant, en réalité, c'est un lieu calme, presque entièrement occupé par les oiseaux de mer et les phoques. Pourtant, personne ne peut contester que les incroyables colonnes de roches donnent à cet endroit un aspect unique et mystérieux. Cela a toujours encouragé les gens du coin à répandre des légendes sur cette grotte inhabituelle. Les colonnes elles-mêmes se sont formées il y a des millions d'années, principalement à cause d'éruptions volcaniques. Glowworm Caves, Nouvelle-Zélande. Imagine que tu trouves une entrée dans une grotte magique. Tu avances à toute vitesse sur ton bateau, impatient de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et tu es récompensé par l'une des plus belles visions qui soit. Tu découvres une grotte fermée qui semble se trouver sous un magnifique ciel étoilé. Tu n'as pas besoin de faire tout le tour de la Voie lactée pour trouver quelque chose de semblable. Les Glowworm Caves en Nouvelle-Zélande sont là pour toi. Les grottes ont commencé à se former il y a des millions d'années. Et maintenant, elles possèdent une impressionnante collection de stalagmites et de stalactites. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce sont leurs vers luisants. Les grottes abritent des milliers et des milliers de larves lumineuses. Les vers ont besoin d'attirer des insectes et d'éventuels partenaires. Pour ce faire, ils utilisent leur queue qui brille dans le noir. Il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la région, et les gens les explorent depuis plus de 100 ans. Le Wulingyuan est une zone d'intérêt historique dans le Zhangjiajie, en Chine. Cet endroit étonnant offre des paysages à couper le souffle et compte plus de 3000 piliers de grès. On dirait que la nature a décidé de faire sa propre version des gratte-ciel. Certains d'entre eux atteignent la moitié de la taille de l'Empire State Building. En général, il est impossible de savoir où commencent les piliers. Tout ce que tu vois quand tu essaies de deviner ce qu'il y a au fond, c'est un brouillard sans fin. 2 ponts en pierre naturelle semblent flotter parmi les piliers perdus dans les nuages. L'œil de l'Afrique. C'est un mystère qui est resté caché pendant des millénaires. Cette formation géologique est difficile à repérer lorsque tu te tiens debout normalement. C'est pourquoi elle n'a pas été découverte avant que les gens commencent à explorer l'espace. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact créé par un objet spatial qui avait heurté la surface de la Terre. Mais après avoir fait des recherches, ils ont découvert que l'origine de l'œil était entièrement terrestre. De nos jours, les géologues pensent que la formation de cet œil a commencé il y a plus de 100 millions d'années, lorsque la tectonique des plaques a déchiré le supercontinent connu sous le nom de Pangée. La roche en fusion qui remontait vers la surface a créé un énorme dôme composé de différentes couches. Plus tard, l'activité volcanique et l'érosion ont fini de former l'œil. Lac Baïkal, Russie. Le plus profond, le plus ancien et l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde a forcément des secrets qui lui sont propres. Le lac est gelé de début janvier à mai. En été, l'eau est si claire que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est parce que la glace dégelée des montagnes sibériennes est incroyablement pure. Il n'y a pas non plus de sels minéraux dans le Baïkal. Salar de Uyuni, Bolivie. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès d'Amérique du Sud. La plus grande plaine salée du monde s'étend sur plus de 10 400 km². Il est apparu lorsque les lacs préhistoriques se sont évaporés il y a des milliers d'années. Une épaisse croûte de sel s'étend au-delà de l'horizon. À un moment donné, on ne sait même plus où la Terre se termine et le ciel commence. Le désert d'Atacama, au Chili. Le désert le plus sec du monde est fait de paysages rocheux, de lacs salés, de dunes et de températures extrêmes. Dans certaines parties du désert, il n'y a pas eu de pluie depuis près de 500 ans. Sans eau ni nutriments provenant du sol, il n'y a pas non plus de plantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir l'impression d'être sur une autre planète comme Mars. Mais attends que la nuit tombe. Tu pourras admirer un ciel infini rempli d'étoiles, comme une fenêtre ouverte sur l'univers et ses mystères.
Les pieuvres ont 3 cœurs. 2 d'entre eux pompent le sang vers les branchies, tandis que le troisième, plus gros, fait circuler le sang dans le reste de leur corps. Elles ont aussi 9 cerveaux, un grand cerveau central, mais aussi un mini-cerveau pour chacun de leurs 8 tentacules, qui peuvent donc agir indépendamment. Comme chaque tentacule a son propre cerveau, le cerveau central envoie seulement un signal de niveau supérieur aux tentacules. Quelque chose comme « déplace-toi vers cette crevasse, un crabe pourrait s'y cacher ». Dans le cas des humains, le cerveau guiderait et prendrait le contrôle de chaque mouvement de nos jambes et de nos bras. Mais dans le cas de la pieuvre, les tentacules agissent de façon presque indépendante en se dirigeant vers la crevasse. Elle goûte et sent aussi avec les ventouses qu'elle a sur son corps. Comme ces tentacules sont indépendants, une pieuvre ne sait pas vraiment où chacun d'eux se trouve à moins de les voir. À l'inverse, l'être humain possède un sens appelé proprioception, grâce auquel nous savons où se trouvent nos membres même si nous ne les voyons pas. 1816 est connu comme l'année sans été. En avril 1815, une explosion massive a eu lieu sur le mont Tambora en Indonésie. D'énormes nuages de cendres volcaniques ont été projetés dans l'atmosphère. La majorité de l'hémisphère nord s'est retrouvée recouverte d'un voile de poussière et la nature a en quelque sorte hiberné. En juin de l'année suivante, l'hiver ne s'est tout simplement pas terminé. Le gel a endommagé les cultures et la neige et la pluie ont persisté pendant tout l'été. En Islande, tu trouveras certains des paysages les plus époustouflants de notre planète. Des montagnes déchiquetées, des fjords, des geysers brûlants, des champs de glace sculptés dans le paysage, des plages de sable noir comme celle de Reynisfjara. La plupart du sable des plages est généralement formé de roches qui se sont brisées à cause des changements climatiques et de l'érosion au cours de milliers voire de millions d'années. À Reynisfjara, le sable est d'une couleur noire intense, et c'est à cause de l'activité volcanique. La lave est sortie d'un volcan en éruption et remontée à la surface, a refroidi, puis a durci dans l'océan Atlantique, créant cette teinte noire si profonde. Cette plage est magnifique, mais aussi très dangereuse à cause de ses vagues scélérates. Elles se produisent lorsque plusieurs petites vagues fusionnent en une seule très grosse. Ce phénomène peut se produire lorsque les courants océaniques forcent les vagues à se rassembler ou, dans le cas de Reynisfjara, lorsqu'elles viennent d'une falaise souterraine au large et acquièrent un effet d'attraction encore plus fort. Si on ajoute à ça les basses températures de l'océan, il est fortement recommandé de prendre des photos depuis un endroit sûr. Certains arbres se parlent entre eux. Pas comme nous, bien sûr, mais par exemple, les acacias, qui poussent dans la savane africaine, peuvent s'avertir mutuellement si quelque chose de dangereux se prépare. Lorsque certains animaux comme les antilopes mangent leurs feuilles, les arbres se mettent immédiatement à produire plus de tanin, qui est toxique pour les animaux. Ils émettent aussi un type de gaz spécial qui voyage dans l'air et avertit les autres arbres qu'ils doivent se protéger. Par une belle nuit d'été, tu es en train d'observer les étoiles et un éclair de lumière vive traverse le ciel nocturne. Une étoile filante, fais un vœu! En réalité, ce que tu as vu n'est pas vraiment une étoile, même si on l'appelle ainsi. Ce sont des météores, qui sont de petits morceaux de poussière et de roches se déplaçant dans l'espace. Lorsqu'ils traversent notre atmosphère, ils provoquent ce qu'on appelle de la friction, ce qui les fait briller. De plus, la friction provoque de la chaleur. La poussière et les roches deviennent extrêmement chaudes lorsqu'elles traversent l'atmosphère. Et cette chaleur les fait briller jusqu'au moment où elles se consument et se transforment en ce que nous appelons l'étoile filante. Les couchers de soleil dans le désert sont magnifiques en raison des couleurs spectaculaires qu'ils produisent un peu plus qu'ailleurs. La lumière du soleil se compose de différentes nuances du spectre des couleurs. Lorsque le soleil est haut dans le ciel, ces couleurs se mélangent et nos yeux les voient comme du blanc. Mais lorsque le soleil descend plus bas, ces rayons doivent traverser une couche d'atmosphère plus épaisse avant de nous parvenir. L'atmosphère disperse alors les longueurs d'onde de lumière plus courtes, comme le bleu et le violet, avant même que nous puissions les voir. C'est pourquoi les longueurs d'onde plus longues, comme l'orange et le rouge, ressortent. Dans les environnements urbains, la pollution atmosphérique peut rendre les couleurs du coucher de soleil plus ternes qu'ailleurs. L'air pur des déserts permet aux couleurs vives provenant du soleil de briller au crépuscule. De plus, l'humidité, la vapeur d'eau et les nuages chargés de pluie peut atténuer les teintes du coucher de soleil. Comme il y a très peu d'humidité dans le désert, les nuages fins et vaporeux filtrent et reflètent la lumière du soleil au lieu de la bloquer. Le bambou pousse très vite. C'est même la plante qui pousse le plus vite sur Terre.
et elle peut grandir d'environ 1,50 m en une seule journée. On en trouve dans des forêts denses où seule une faible quantité de lumière atteint le sol, ce qui signifie que le bambou subit une forte attraction vers le haut pour atteindre la lumière du soleil aussi vite que possible. Une tige souterraine relie les pousses de bambou à leur plante mère, donc la pousse n'a pas vraiment besoin de ses propres feuilles avant d'atteindre sa taille maximale. De plus, le bambou pousse plus vite que les autres plantes car il ne perd pas son temps et son énergie à faire pousser des anneaux qui épaississent la tige. C'est juste un mince bâton creux qui pousse tout droit. Certains grands arbres ont un système de racines peu profond, parfois même de seulement 25 cm dans le sol. Les racines ont généralement besoin d'accéder à l'oxygène et à l'eau, et elles les trouvent principalement dans des poches souterraines spéciales appelées pores du sol. Lorsqu'un arbre bénéficie de conditions d'humidité et de sol idéales, il peut envoyer des racines plus profondément sous la surface et obtenir ce dont il a besoin. Mais la plupart du temps, les conditions ne sont pas idéales, compte tenu de la roche-mère, des pierres et du sol compact qui empêchent les racines de descendre. De tels obstacles empêchent également les racines d'obtenir l'oxygène nécessaire. Alors, quand la vie devient difficile, l'arbre choisira une option plus facile. Ses racines resteront près de la surface et s'étendront dans différentes directions. La sécheresse est une autre raison pour laquelle les arbres peuvent avoir des systèmes racinaires peu profonds. En restant plus près de la surface, ils peuvent récupérer l'eau de pluie plus facilement. Les plantes sont exposées à la lumière du soleil la plupart du temps, mais elles ne prennent pas de coups de soleil pour autant. Elles sont apparues sur Terre il y a environ 700 millions d'années, et l'une des choses essentielles dont elles avaient besoin pour survivre était quelque chose qui les protégerait des rayons ultraviolets provenant du soleil. Celles qui vivaient sous l'eau avaient l'eau comme protection. Les rayons UV sont principalement responsables des coups de soleil. C'est pourquoi les plantes terrestres ont développé une protéine spéciale qui les détecte. Cette protéine envoie des signaux aux cellules pour protéger la plante des dommages et des effets des rayons UV. En gros, c'est comme si elles produisaient leur propre écran solaire naturel. Mais cela ne signifie pas toujours qu'elles sont protégées à 100%. Tu as déjà entendu dire que si tu arroses tes plantes en plein soleil de midi, cela peut leur provoquer un coup de soleil? Certains pensent que les gouttelettes d'eau agissent comme de minuscules lentilles qui concentrent la lumière du soleil sur la surface de la feuille. En réalité, ce n'est pas suffisant pour concentrer réellement la lumière du soleil d'une gouttelette d'eau sur la surface d'une feuille. Cela étant dit, leur écran solaire naturel ne signifie pas non plus une protection totale. Une trop grande exposition aux rayons UV endommage les cellules des feuilles et de l'écorce de la majorité des plantes. Le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil. On pourrait croire qu'il pourrait facilement faire fondre notre planète entière, surtout que le noyau n'est qu'à 2900 km de la surface. Si le Soleil était si proche de nous, nous serions rôtis en un instant. Mais nous sommes toujours en vie parce que le centre de la Terre est entouré d'un manteau de roches principalement solide. La croûte sur laquelle nous marchons flotte en fait sur ce manteau et nous protège. Si le Soleil était plus proche, nous n'aurions que l'espace vide pour nous protéger. De plus, pour faire fondre la planète entière, il faudrait beaucoup plus d'énergie que la chaleur de son noyau. Comme beaucoup d'autres découvertes folles sur Internet, tout a commencé sur Reddit, avec un post délirant sur les forêts les plus bizarres. Il suffit de jeter un coup d'œil sur Google Earth et d'utiliser l'outil historique pour voir des transformations impressionnantes. Des vallées arides, en zones densément peuplées, regorgeant de luxuriantes forêts. Actuellement, l'Uruguay compte environ 1,1 million d'hectares de forêts artificielles. Pour se faire une idée, il faut compter entre 15 et 20 minutes pour parcourir 0,4 hectares selon la vitesse à laquelle on se déplace. Vous pourriez donc passer toute votre vie à vous promener dans ces forêts artificielles uruguayennes. Mais comment sont-elles apparues et comment ont-elles atteint cette ampleur ? Il existe un processus connu sous le nom d'afforestation, qui consiste à planter des arbres dans des zones qui n'étaient pas boisées auparavant. Cette initiative a été mise en œuvre dans le cadre d'un vaste plan visant à accroître la couverture forestière du pays, ce qui permet à l'Uruguay d'exporter chaque année une quantité impressionnante de pâte à papier d'une valeur de 2 milliards de dollars. Alors que les forêts indigènes ne couvrent que 5% du pays, ces forêts artificielles en occupent 6%. Un autre aspect intéressant de ces forêts est qu'elles abritent des arbres qu'on ne pouvait pas trouver en Uruguay à l'origine. On a décidé d'y planter des eucalyptus qui donnent des résultats impressionnants en termes de rapidité de croissance. Un arbre peut parcourir un cycle complet, de l'état de plante à celui d'arbre prêt à être récolté en seulement 10 ans. Certes, ce n'est pas aussi impressionnant que le bambou qui pousse de 60 cm par jour, mais c'est tout de même plus rapide que cet arbre appelé Highland glanduleux.
qui met environ 25 ans à atteindre sa taille maximale. Soit dit en passant, cet arbre est considéré comme assez rapide. Au Japon, cette drôle de forêt fait littéralement tourner la tête. Dans la préfecture de Miyazaki, un groupe de cèdres japonais fait sensation avec ses cercles concentriques uniques qui s'élancent vers le ciel. Une photo aérienne récente a capturé ces cercles de culture, et tout le monde se gratte la tête pour comprendre comment ils sont apparus. Mais n'ayez crainte, il ne s'agit pas d'une invasion extraterrestre. Il s'avère que cette sympathique formation est en fait le fruit d'un projet soigneusement planifié il y a près d'un demi-siècle. En 1973, des chercheurs ont planté ces arbres à des intervalles radio spécifiques pour créer ces cercles fascinants. Il y a 50 ans, Google Earth n'existait pas encore. Mais en regardant cette forêt, on pourrait croire que les Japonais se préparent depuis un demi-siècle à vanter les mérites de leur forêt sur l'Internet. Les arbres devaient, à l'origine, être récoltés au bout de 5 ans. Mais il est désormais question de préserver cette forêt circulaire en raison de l'intérêt qu'elle suscite. Maintenant, regardez ce portail dans la forêt. Il est impossible qu'il soit apparu naturellement, n'est-ce pas? Si vous avez d'abord pensé qu'il s'agissait d'une œuvre d'art contemporain, vous avez bien vu. Ce portail est situé dans le sud de l'Estonie et a été créé par l'artiste finlandais Antti Laitinen. Ce portail est loin d'être sa seule création. Il a réalisé pas mal de projets délirants. Par exemple, il s'est rendu en Estonie à bord d'un bateau fait d'écorce. Il a également abattu une parcelle de forêt, trié tous les matériaux pendant des mois, puis réalisé une installation de la même taille que la parcelle d'origine. Une fois, il a même découpé une ligne dans la glace avec une tronçonneuse et s'est retrouvé dans un marais glacial. Ce type sait vraiment comment surprendre les gens. La plupart de ses œuvres sont liées à la nature. Vous ne devriez donc pas être surpris que ce portail forestier soit une autre de ses créations. À votre avis, qu'est-ce que l'artiste a voulu communiquer avec ce portail? Dites-nous tout dans les commentaires. Les arbres sont quelque chose de droit par définition, n'est-ce pas? Oui, sauf dans la célèbre forêt tordue de Pologne. Près du sol, les arbres se courbent brusquement vers le nord, puis se redressent comme par magie après un petit détour de 1 à 3 mètres. C'est comme s'ils dansaient le limbo, mais en pleine nature. La question de savoir comment ces arbres se sont retrouvés à faire des embardées comme s'ils étaient sur des montagnes russes n'est toujours pas résolue. Certains pensent que l'homme est intervenu pour créer des meubles originaux ou des matériaux de construction de bateaux, tandis que d'autres attribuent ce phénomène à une violente tempête de neige. Personne n'en est sûr. Quoi qu'il en soit, la forêt tordue est un lieu de prédilection pour les touristes et les amoureux de la nature. Si vous allez en Pologne, ne manquez pas de visiter cette merveille de la nature. Bienvenue dans la forêt des Gobelins, une zone magique située à East Egmont, qui vous donnera l'impression d'entrer dans un conte de fées. Cette forêt enchanteresse, également connue sous le nom de Kamahi Walk, est célèbre pour son abondance d'arbres Kamahi, qui donnent à la région une atmosphère à la fois étrange et stupéfiante. Lors de votre randonnée, vous serez entouré d'une belle verdure, d'arbres recouverts de mousse et de rayons de soleil qui rendent l'endroit absolument féerique. Un véritable rêve pour les photographes. Bien qu'il n'y ait pas de vrais lutins ni de créatures mythiques dans cette forêt, oui, je sais, c'est dommage, vous rencontrerez tout de même une grande variété d'espèces d'oiseaux indigènes. Les amateurs d'ornithologie seront aux anges lorsqu'ils verront tous ces amis à plumes volter autour d'eux. Vraiment merveilleux. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même apercevoir des vers luisants sur les sentiers. Avec un réseau de sentiers de randonnée bien entretenu et adapté à tous les niveaux, la forêt des Gobelins est la destination idéale pour les aventuriers à la recherche d'une expérience magique en pleine nature. Alors, préparez vos sacs et partez explorer cette forêt enchantée pleine de merveilles. La forêt de nuages de Monteverde, au Costa Rica, n'est pas une forêt typique. Imaginez des ponts suspendus et des sentiers au-dessus de la cime des arbres. Les jours de brouillard, vous pouvez vous promener dans les nuages et vous imprégner d'une ambiance mystique. On appelle cette réserve la forêt de nuages, et il s'agit d'une véritable définition scientifique. Les forêts de nuages se distinguent des forêts ordinaires par plusieurs aspects. Tout d'abord, il s'agit généralement de forêts à feuilles persistantes qui ressemblent à des oasis tropicales, avec un voile constant de nuages de basse altitude qui couvrent la canopée. Ensuite, ce qui est aussi différent, c'est la mousse,
Elle y est si abondante qu'on surnomme parfois ces endroits des forêts moussues. Pour en revenir à la forêt des nuages de Monteverde, elle est bien sûr plus impressionnante si vous la visitez un jour de brouillard. Mais même par temps clair, les vues sur la verdure luxuriante sont absolument époustouflantes. Si une forêt ordinaire vous semble un peu ennuyeuse, notre planète a quelque chose de plus amusant à vous offrir. Que diriez-vous d'une forêt sous-marine ? Que vous soyez un habitant de l'Oregon ou seulement de passage, le Clear Lake est un lieu de plongée qu'il vous faut absolument découvrir. Fidèle à son nom, le Clear Lake est à la hauteur de sa réputation, avec des eaux cristallines offrant jusqu'à 30 mètres de visibilité. C'est comme si vous nagiez dans une immense piscine. Mais attention, il y fait 3 degrés Celsius toute l'année. Non, je ne m'aventurerai pas là-dedans. C'est plus adapté pour les pingouins, je suppose. Enfin, ce lac est unique en raison de son histoire. Il a été formé il y a plus de 3000 ans, lorsque l'activité volcanique a réorienté une rivière, préservant des arbres que l'on peut encore voir aujourd'hui sous l'eau. Cette zone est connue sous le nom de forêt sous-marine. Vous y trouverez des arbres anciens dans les profondeurs, carrément chic pour une promenade, non ? À Madagascar, il n'y a pas de forêt mais une allée d'arbres. Et les arbres sont si majestueux que cette allée peut rivaliser avec la plus belle des forêts. Je veux parler de ces gigantesques baobabs. Imaginez un peu. Un tronçon de route de 300 mètres de long, bordé de 20 à 25 baobabs énormes et mesurant environ 30 mètres de haut. En termes de hauteur, c'est comme si cette allée était bordée par toute une série de statues du Christ rédempteur de Rio. Même un homme d'1,90 m s'y sentirait tout petit. Si vous vous aventurez à seulement 7 km de là, vous trouverez les baobabs amoureux, 2 baobabs qui ont poussé l'un contre l'autre comme s'ils s'aimaient passionnément. La légende veut qu'ils représentent l'amour impossible de 2 jeunes villageois qui rêvaient d'une vie commune. Aujourd'hui, ils sont là, entrelacés pour l'éternité. La mer, cette bête aquatique implacable, défie depuis des siècles toutes les tentatives pour la dompter. De nombreux navires poussés par le vent ont traversé les régions les plus rudes du monde. Certains ont survécu à la bataille livrée avec la mer et beaucoup s'en sont même tirés à bon compte. Voici une histoire, 1834. Un navire appelé le Pilgrim met le cap sur la Californie et Boston. Le voyage contournera l'Amérique du Sud et passera ensuite le Cap Horn au Chili. Richard s'engage comme marin marchand à bord du Pilgrim. C'est son premier voyage en mer. L'équipage lui raconte des histoires sur le passage de Drake au passage du Cap Horn, une route légendaire pour sa dangerosité. D'innombrables navires et marins ont disparu dans ces eaux. Depuis sa découverte en 1526, le Cap Horn est devenu rapidement connu de tous ceux qui l'ont emprunté comme le test ultime des compétences de tout marin et de la force de tout navire. Ceux qui ont survécu au voyage considèrent le Cap Horn comme le cauchemar des mers. Jack, le timonier, un vétéran chevronné, dirige le navire vers cette route extrêmement dangereuse. Jack est à bord du Pilgrim depuis sa première mise en service en 1825. Il est passé par là de nombreuses fois, apprenant à chaque fois une leçon différente des épreuves que lui a fait subir la mer. Le Pilgrim a été remis en état depuis son dernier voyage, il y a 1 an. Richard apprécie l'expérience de Jack, étant donné que c'est son premier voyage en mer. Jack rassure Richard quant à la fiabilité du Pilgrim, même s'il ne s'agit que d'un petit brick en bois avec 2 mâts. Jack est conscient que les navires en bois deviennent progressivement obsolètes, remplacés par de nouveaux navires à vapeur. Mais Jack préfère la maniabilité du Pilgrim et le préfère de loin aux navires en acier. Richard est ravi d'être à bord. Il y a tellement de choses à explorer dans la vie d'un marin marchand, mais il a du mal à trouver son pied marin sur le bateau. Les vents violents font avancer le Pilgrim plus rapidement, ce qui permet à Richard de se familiariser rapidement avec la vie en mer. En même temps, rien ne peut le préparer à ce qu'il va vivre au Cap Horn. C'est la pointe de terre la plus au sud avant l'Antarctique. L'espace entre le continent glacé et le Cap Horn contient le tristement célèbre passage de Drake. Environ 1100 km entre le Cap Horn et la péninsule antarctique. Les vents puissants permettent un voyage constant et régulier vers le Cap Horn. Mais comme Jack le dit à Richard, les vents sont plus concentrés dans le passage de Drake. Ils créent un effet d'entonnoir et deviennent plus forts et plus imprévisibles. Richard n'est pas sûr de ce que cela pourrait signifier pour le Pilgrim,
mais comprend qu'il n'y a pas de route plus facile pour voyager autour de l'Amérique du Sud. Quelques jours passent. Le Pilgrim navigue près des nombreuses îles qui constituent la côte ouest du Chili. Bien que la mer soit relativement calme, Richard continue de souffrir de son manque de pieds marins. Ses mouvements ne sont toujours pas très assurés. Le pont, qui oscille constamment, se soulève et s'abaisse, et Richard a du mal à s'habituer à ce mouvement. De grosses vagues irrégulières frappent le Pilgrim sous tous les angles. Le navire s'approche rapidement du Cap Horn. Richard regarde vers de grands nuages noirs et orageux au loin. « Bienvenue au Cap Horn », dit Jack en souriant à moitié. Le sourire ironique sur son visage disparaît rapidement. L'homme devient sérieux, sachant ce qui les attend tous. Des vents plus forts commencent à gonfler les voiles, tandis que l'équipage s'efforce à s'accrocher au cordage. Richard tente désespérément de régler les voiles arrière pour s'adapter au changement constant des vents violents du sud. Jack tient fermement la barre, conscient de l'importance de son rôle. Il se méfie de la houle. Elle peut se former très rapidement au fur et à mesure qu'ils vont vers le sud. Il est crucial que le Pilgrim ne s'aventure pas trop près du cap quand ils approchent. La grande obscurité qui était au loin est maintenant tout autour d'eux et remplit le ciel dans toutes les directions. Les nuages noircis projettent de la pluie et de la grêle sur l'équipage qui tente de résister au temps déchaîné. Le capitaine dirige Jack à la barre et change la direction du navire. La température a considérablement baissé. Il essaie de garder l'eau loin de ses yeux et se tourne vers la proue bâbord afin d'offrir à son visage une brève pause de la torture du vent. En regardant au loin, l'homme voit le Horn, seul, entouré de brume. C'est une vision obsédante. Il dirige le pèlerin le long de la côte du Horn, au fur et à mesure que la distance se réduit. Les vagues diminuent en hauteur, car les profondeurs deviennent plus petites. Mais ces vagues sont beaucoup plus raides, et leur angle peut causer plus de dommages au navire en bois. Jack ne sait pas combien de ces vagues le Pilgrim peut supporter avant que la coque se brise. Richard, toujours posté au voile arrière, regarde l'eau et les icebergs qui flottent au loin. Il n'est pas sûr de leur taille réelle, puisqu'ils sont pour la plupart cachés sous l'eau. Mais il sait qu'il doit alerter Jack si l'un d'entre eux s'approche trop près. Un seul iceberg qui frappe le Pilgrim, et c'en sera fini de la coque, tout simplement. Consciencieusement, il regarde par-dessus bord, et au loin, les icebergs ne sont pas les seules choses qu'il faut surveiller. Les vagues scélérates sont courantes dans ces mers aussi. La connexion des océans Antarctique et Pacifique, mélangée à une météo orageuse, forme des vagues ensemble. Cela crée des vagues dites scélérates beaucoup plus grandes. On sait que ce genre de vague peut atteindre 30 mètres de haut. Elles peuvent détruire la plupart des navires sur leur passage. Ce sera sûrement la fin du Pilgrim s'il rencontre une vague scélérate. De forts courants modifient la route du navire, comme si le Horn essayait de l'attirer vers ses bas-fonds rocheux. Lentement, il se rapproche du Cap Horn. Jack lutte contre le courant à la barre. En faisant tourner la barre, il tend son corps autant qu'il le peut. En grognant, il fait passer la gouverne de bâbord à tribord et vice-versa. Le capitaine continue de crier des instructions. Pour un novice, elles sont extrêmement confuses. Mais Jack, un vétéran endurci, continue d'interpréter les directions avec facilité et gouverne pour réajuster leur trajectoire loin du Horn. Le capitaine ordonne à Richard de vérifier la coque sous les ponts. Avec le niveau de battement que le passage du Drake a fourni jusqu'à présent, il a sûrement endommagé le navire d'une manière ou d'une autre. Richard court sur le pont alors qu'un autre marin lui crie quelque chose. Mais le bruit de la mer le rend difficile à entendre. Une vague frappe le côté et se déverse sur le pont. Richard parvient à s'accrocher au mât avant d'être pratiquement emporté par-dessus bord. Tout le pont avant semble être sous l'eau. Accroché alors que l'eau ruisselle sur les côtés du navire et en attendant qu'elle se dissipe, Richard regarde le Horn passer lentement. Pourtant, il fait signe au Pilgrim comme s'il réclamait son dû à l'équipage. Les courants continuent de pousser le navire alors que la tempête fait rage, sans que la fin de cette bataille soit en vue. La tempête est de plus en plus grande et féroce. Richard se prépare à descendre et à évaluer les dégâts. Après une lente descente vers les ponts inférieurs, Richard peut enfin regarder la coque depuis les compartiments du vaisseau. Il n'y a aucun dommage d'après ce qu'il peut voir. Mais il est choqué par la profondeur de l'eau à l'intérieur. C'est maintenant à la hauteur de la taille. Des tasses, entre autres choses, flottent dans l'eau. Mais, même à l'intérieur du bateau,
Le gars ne peut pas échapper aux vagues. Incapable de donner un sens à tout cela, il reste figé et écoute la toute-puissance de Mère Nature à l'extérieur. La mer rugit encore plus fort et les vagues frappent constamment la coque. Cela ressemble à un sombre battement de tambour, un lent compte à rebours vers la disparition du Pilgrim. Richard se force à revenir à la terreur des ponts supérieurs en s'agrippant aux rambardes pour franchir avec précaution les escaliers glissants. Il oublie les craquements inquiétants des ponts en bois. Ils sont bientôt remplacés par les sons tendus des cordes, les cris des autres marins et le rugissement assourdissant de la mer qui s'écrase tout autour de lui. Jack est à la barre, concentré sur son rôle, luttant toujours contre le vent et les vagues, même avec la glace et le givre en plus. Il semble que le monde qui l'entoure s'est mis en tête de détourner l'homme de son devoir, mais Jack continue avec détermination. Pendant 9 jours, le Pilgrim se bat contre les changements incessants du climat, affrontant toutes sortes d'obstacles. Mais le navire réussit à s'en sortir. Après avoir laissé la tempête derrière lui, l'équipage met le cap sur le nord pour atteindre sa destination finale. La vue du soleil à travers les nuages sombres est le plus grand soulagement que Richard ait jamais ressenti. Malheureusement, Richard a perdu ses rations à un moment donné pendant la tempête. En mer, si tu perds tes rations, c'est ta propre malchance. Heureusement, Jack est assez gentil pour partager certaines des siennes. Si vous êtes fan de ces docteurs qui éclatent des boutons sur YouTube, vous êtes probablement en sueur et impatient de presser chaque petite pointe noire du contour de ses lèvres. Mais il s'agit en fait d'une formation de collines que l'on trouve dans le Darfour occidental, au Soudan. Cela rend peut-être le tout encore plus effrayant, car on dirait que la faille au milieu avale tout ce qui l'entoure. Cette espèce de trou noir évoque déjà notre prochaine escale, l'île Vostok. Ce lieu étrange est un atoll corallien d'environ 24 hectares, situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, à environ 640 km au nord-ouest de Tahiti. Si vous le recherchez aujourd'hui sur Google Earth, on dirait qu'il a été totalement oblitéré, suscitant toutes sortes de spéculations. Les gens ne cessent de dire que cet endroit serait une base top secrète, ou même une île fictive tout droit sortie de Lost. Mais ce que nous voyons ici est en réalité une dense forêt vert sombre, composée de Pisonia. Comme personne n'y vit et que presque personne ne la visite jamais, l'île est pratiquement vierge de toute influence humaine. Cette immense étoile, à moins que ce ne soit un mandala, se situe juste à l'extérieur de Beatty, dans le Nevada. Elle a rendu les internautes perplexes, ceux-ci cherchant à déterminer si c'était la trace d'une sorte d'activité extraterrestre. Pour ajouter au mystère, cet endroit se trouve juste à côté de la zone d'essai de Tonopah, qui est également connue comme la fameuse zone 52. Malgré son aspect effrayant, il s'agit probablement juste d'un cercle de culture parmi tant d'autres, qui ont gagné en notoriété après l'arrivée de Google Earth. Cette formation en spirale ici se situe également dans le Nevada, et elle ressemble à un autre cercle de culture effrayant. Mais les choses deviennent encore plus étranges si vous utilisez l'option Street View. En vous rapprochant de plus en plus, vous remarquerez qu'elle est constituée de pierres soigneusement disposées. Ce labyrinthe, pour ainsi dire, fait partie d'un musée en plein air, situé dans la ville fantôme de Rhyolite. Et si tout cela n'est pas assez angoissant, jetez un œil autour de vous et vous verrez des dizaines d'hommes étranges vêtus de capes blanches. En dépit de leur réalisme, ces silhouettes sont en réalité les statues d'une installation créée par un artiste belge dans les années 80. Ce qui est encore plus étrange que de tomber sur un grand cercle gravé dans le sol et de trouver tout un tas d'entre eux. Notre prochaine étape, dans le Wyoming, est constellée de ces cercles singuliers, au point qu'il est difficile de tout les dénombrer. Au cours du XXe siècle, cet État américain est passé d'une économie agricole à une économie industrielle, dominée par l'extraction de pétrole, de gaz et de charbon. Il est donc probable que ces cercles soient les vestiges d'un parc de réservoirs, à savoir les lieux où étaient autrefois entreposés les hydrocarbures. Si vous voulez éviter les cauchemars, je vous recommande vivement de ne pas rechercher le mausolée d'Emil Becker en Pologne. Si vous parvenez à le trouver en utilisant le mode Street View, préparez-vous tomber sur un lieu abandonné, orné de la sculpture la plus terrifiante qui soit. Oh, ça fait froid dans le dos. Tant qu'on parle de choses effrayantes, dirigeons-nous vers un coin isolé du Kazakhstan,
où l'on peut trouver un pentagramme gravé à la surface même de la Terre. Cette formation est immense et mesure environ 360 mètres de diamètre. Mais avant de tirer des conclusions hâtives sur le fait qu'elle soit liée à une sorte de culte infernal, il convient de noter que ce pentagramme se révèle être en fait le contour d'un parc conçu en forme d'étoile. Cette forme est délimitée par des routes qui sont maintenant bordées d'arbres, rendant l'étoile encore plus distincte sur les photos aériennes. On peut apercevoir cet étrange symbole de loin. À première vue, il pourrait même ressembler à une sorte de hiéroglyphe venu d'un autre monde, comme si une civilisation très avancée essayait de nous envoyer un message. Mais ce mystère est déjà résolu. Nous nous trouvons dans le parc néerlandais de Hoogveluwe, situé dans la province de Gelderland. Et ces lignes appartiennent en fait au logo du parc. Entrez ces coordonnées pour découvrir ce qui ressemble à une formation terrestre tout droit sortie d'une autre planète, ou peut-être du plateau de tournage d'Avatar. Cet endroit, situé en Mongolie intérieure, au nord de la Chine, est censé être une carrière de granit. Mais cette teinte bleue frappante qui apparaît sur Google Earth semble bien mystérieuse. Si vous visualisez le même emplacement sur Microsoft Bing Maps, par exemple, il apparaît avec une teinte beaucoup plus naturelle. Dans l'outback australien se trouve un gigantesque géoglyphe, connu sous le nom d'homme de marée. Découvert à la fin des années 90, il semble représenter un aborigène d'Australie chassant avec un boomerang ou un bâton. La figure s'étend sur plus de 3 km de long pour environ 2,5 km de large. Elle est faite de profonds sillons creusés dans le sol, ce qui ajoute au mystère de sa formation et de son origine. Malgré tous les efforts pour en découvrir la fonction, son origine demeure inconnue. Voici Desert Breath, situé dans le Sahara égyptien. Comme beaucoup de choses que vous avez vues dans cette vidéo, cette formation a également suscité quelques spéculations quant à sa création par des extraterrestres. Mais une rapide recherche sur Google éclaircit ce mystère. Il s'avère qu'il s'agit d'une installation créée par 3 artistes grecs en 1997. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens et déplacé environ 26 000 mètres carrés de sable, allant jusqu'à créer un grand bassin au milieu. L'Égypte abrite encore de nombreux mystères, et vous pouvez les explorer vous-même grâce à Google Earth. C'est ainsi que des gens sont tombés sur cet intrigant plateau de forme triangulaire et ont immédiatement pensé avoir découvert une pyramide oubliée. Cependant, les experts ont rapidement anéanti tous leurs espoirs. Ils pensent qu'il n'existe aucune explication plausible pour qu'une pyramide existe dans cette région, située à 13 km à l'ouest de la vallée du Nil, en Haute-Égypte. Cette découverte n'est probablement rien de plus qu'une colline qui a subi les effets de l'érosion, combinée à une imagination débordante. Dans certains cas, la nature crée elle-même des sculptures effrayantes, comme le Badlands Guardian d'Alberta, au Canada. Si vous le regardez d'en haut, vous remarquerez non pas une, mais 2 têtes humaines émergeant du paysage. Ces êtres gigantesques ont été sculptés par l'érosion des eaux de pluie sur des strates riches en argile. Ironiquement, des structures supplémentaires créées par l'homme donnent l'impression que celui-ci porte des écouteurs. Il semble que le désert soit l'endroit idéal pour découvrir des images étranges sur Google Earth. Alors notre prochain arrêt se trouve en Chine. Dans le désert de Gobi, vous pouvez observer ces lignes blanches en zigzag qui semblent sans queue ni tête. Le premier défi pour les internautes était de déterminer de quoi ces structures étaient en fait, car il est difficile de dire si elles ont été peintes ou creusées dans le paysage. Il y a encore bon nombre de spéculations à ce sujet sur Internet, mais l'explication la plus plausible est que cette structure soit utilisée pour calibrer les satellites. Ainsi, leurs caméras peuvent se focaliser sur ce grand quadrillage pour s'orienter dans l'espace. Regardez donc cet avion pratiquement intact qui semble avoir coulé au large de Crooked Island, aux Bahamas. Certaines vidéos prétendent qu'il s'agirait d'un avion écrasé, ayant appartenu au célèbre Pablo Escobar. Mais la vérité est qu'un objet reposant au fond de l'océan ne peut pas être aussi visible. Il est donc plus probable que ce soit un avion qui volait réellement lorsque Google a pris ces photos. Cependant, on pense que Pablo Escobar possédait bel et bien un avion qui s'est écrasé à proximité, mais dans une autre partie de l'atoll, connu sous le nom de Norman's Cay. Vous pouvez toujours l'apercevoir dans ces eaux turquoises et peu profondes.
Il suffit de chercher l'avion coulé de Norman's Cay et le tour est joué. Si vous êtes convaincu que les extraterrestres sont déjà parmi nous, alors n'hésitez pas à entrer ces coordonnées sur Google Earth. Explorez la zone en utilisant Street View et... Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas là des visiteurs d'une autre planète, bien entendu. Mais l'ombre de cette créature gigantesque me donne toujours des frissons. Il s'avère que c'est juste quelqu'un qui transporte une de ses caméras Street View à 360 degrés, rangée dans son sac à dos. Ainsi, si vous faites un peu le tour de Google Earth, vous pourriez tomber sur d'autres de ces êtres au cou allongé qui se promènent autour du globe. Plongez dans le récit fascinant de la maison John Lawson à New Hamburg, située à seulement 130 km au nord de New York City. Cette demeure vieille de 150 ans est renommée pour les inquiétants mannequins disposés sur son porche, qui changeaient mystérieusement de pose et de tenue. On murmurait alors qu'ils étaient hantés par des esprits tourmentés par les événements tragiques survenus au tournant du 19e siècle. À l'époque, la famille Lawson avait érigé cette demeure historique dans un petit village portuaire. La tragédie frappa lorsqu'un accident de train et un incendie dévastateur se produisirent près de la maison dans les années 1870, semant le chaos et provoquant de nombreuses pertes. Les étranges mannequins seraient alors apparus sans explication, arborant des tenues et des accessoires d'antan. Le propriétaire de cette demeure était encore inconnu lorsque ces figures inquiétantes furent aperçues pour la première fois. Parfois, les mannequins tenaient des objets dans leurs mains, tels que des livres. Par ailleurs, il semblait que ces figures macabres fuyaient le mauvais temps. Elles disparaissaient pendant les tempêtes et se tournaient même vers le site de ce tragique accident de train. Mais brusquement, en 2016, les mannequins disparurent sans laisser de traces, laissant derrière eux un mystère qui hante encore aujourd'hui la maison John Lawson. Reviendront-ils un jour ? Seul le temps nous le dira. Venise, celle d'Italie, pas le quartier de Los Angeles, a beau être considérée comme la ville des amoureux, l'île de Poveglia possède une réputation bien plus sinistre. Composée de 2 îles naturelles et d'une île artificielle faite de piliers en bois et de couches de terre, cet endroit est comme un puzzle inquiétant qui attend d'être résolu. Une île est couverte de verdure, une autre abrite les bâtiments principaux, et la plus petite est essentiellement un fort. Elle est à présent déserte, avec une poignée de structures solitaires encore debout. Mais surtout, la rumeur voudrait qu'environ la moitié du terrain de l'île soit composé de cendres humaines. Effrayant, n'est-ce pas ? Selon les récits, lorsqu'une épidémie frappa la cité, l'hôpital dut décider du sort à réserver à tous ces cadavres. On raconte qu'ils furent brûlés. Cependant, certains affirment que plus de 100 000 victimes furent en réalité ensevelies dans des charniers appelés « fosses à peste ». Les détails sur la manière dont ces corps furent disposés restent flous, laissant place à des spéculations terrifiantes sur ce qui s'est réellement passé sur l'île. Qu'ils aient été incinérés ou enterrés, la triste vérité est que des milliers de vies furent perdues et oubliées sur l'île de Poveglia. Une autre légende effrayante raconte qu'un directeur d'asile dément aurait sauté du sommet de la tour de l'horloge après avoir été enveloppé par un brouillard mystérieux. Cependant, cette histoire semble tout droit sortie de Ghostbusters et il n'existe aucune preuve tangible de l'existence de cet individu. On murmure également que des patients auraient aperçu des fantômes dans l'hôpital psychiatrique, ajoutant à l'atmosphère inquiétante de l'île. Bien que ces récits puissent sembler invraisemblables, ils contribuent sans aucun doute à l'aura de mystère entourant l'île de Poveglia. Malgré toutes ces histoires exagérées et autres légendes urbaines, une chose est certaine, l'île de Poveglia possède un passé sombre et tragique. Ce lieu a tout vu. Ses bâtiments abandonnés et ses paysages désertés sont comme de tristes rappels du passé douloureux qui hante cette île lugubre. Silence, pas un pas de plus. Nous voici dans la clairière de Oyabasiu, en Transylvanie, réputée pour être l'un des endroits les plus effrayants au monde. Les arbres ne poussent pas dans cette clairière qui forme un ovale parfait. Les spécialistes des sols n'ont pas réussi à expliquer cette anomalie. Cette zone attire une foule bigarrée, des sorcières roumaines aux Américains armés d'épées tentant de purifier la forêt par le yoga. La forêt de Oyabasiu a attiré l'attention sur elle en 1968 lorsqu'une personne a photographié un mystérieux objet volant au-dessus de la clairière. Certains se sont persuadés que ces êtres venaient d'autres planètes. Cet événement, ainsi que les phénomènes paranormaux rapportés par les visiteurs, ont contribué à la réputation énigmatique de cette forêt.
Les guides locaux partagent également d'autres anecdotes liées à celle-ci. Par exemple, il y a quelque temps, un groupe de 60 personnes venues de Bucarest aurait tenté d'ouvrir un portail vers une autre dimension dans cette clairière. Si une forêt paranormale ne vous donne pas la chair de poule, peut-être que cet endroit le fera. Imaginez un village entier au fond du lac Lanier, le plus grand lac de Géorgie, et rempli d'une histoire secrète terrifiante. Terreur, fantômes et autres phénomènes paranormaux, tout y est. De nombreux récits terrifiants circulent au sujet du lac Lanier. Les pêcheurs ont dit avoir aperçu des kayaks fantomatiques, et des légendes évoquent des femmes sans main hantant le pont Jerry Jackson. De plus, le lac possède un sombre passé avec près de 500 décès depuis sa création, dont plus de 200 depuis 1994. Les habitants racontent des histoires de nageurs aguerris entraînés sous les eaux, d'accidents de bateaux inexplicables et de véhicules plongeant dans le lac sans raison apparente. Les locaux vous avertiront clairement, ne vous aventurez pas du côté du lac Lanier. Et au vu des statistiques, il est difficile de les contredire. Certains prétendent que le lac serait maudit, mais c'est à vous d'en juger. Le jardin des poisons est un lieu à la beauté trompeuse, et où le danger est tapi derrière chaque feuille. Abrité derrière de sinistres portails noirs dans le jardin d'Alnwick, vous y découvrirez une collection de plus de 100 plantes, non seulement toxiques, mais carrément mortelles. Pas de panique cependant. Il suffit de garder vos mains pour vous. Il est strictement interdit de renifler ou de grignoter. Parcourez des tunnels couverts de lierre et des parterres en forme de flammes, tout en vous plongeant dans l'histoire des poisons et en écoutant des récits palpitants de cas célèbres. Préparez-vous à croiser des plantes aussi dangereuses que le laburnum, la belladone, et même la redoutable Gympie Gympie, réputée pour infliger des douleurs indescriptibles. Il existe d'ailleurs de nombreuses histoires au sujet de cette plante redoutée. Certaines sont peut-être exagérées, comme celle où l'on aurait utilisé ses feuilles comme papier toilette, aïe. Mais d'autres n'ont rien d'une plaisanterie, comme des chevaux devenant fous après s'y être frottés. Il existe même un récit tragique d'une personne décédée des suites de ses piqûres en Nouvelle-Guinée en 1922. Alors, osez visiter ce jardin empoisonné, mais souvenez-vous de rester à l'écart de toute plante qui pourrait sérieusement gâcher votre journée. Imaginez, vous passez vos vacances en Finlande, le pays le plus heureux du monde. Vous louez une voiture pour explorer les lacs. Que pourrait-il mal se passer? Soudain, vous vous retrouvez nez à nez avec plus d'1 millier de figures étrangement immobiles. Ces personnages sont vêtus de tenues colorées, mais il y a quelque chose d'inquiétant en eux. Leurs têtes sont dépourvues de traits, leurs corps sont en bois, et ils semblent tous fixer la même direction. C'est comme s'ils jouaient à une gigantesque partie d'1, 2, 3 soleils, mais où l'on aurait oublié de compter. Ces sentinelles silencieuses, connues sous le nom de The Silent People, intriguent et effraient les passants depuis 1988. Œuvre du danseur et chorégraphe Reijo Kela, elles étaient initialement installées à Lassila près d'Helsinki, avant de bouger pour s'établir à leur emplacement actuel en bordure de route. Pourquoi ce déménagement? Peut-être ces figures en quête de tranquillité souhaitaient-elles échapper au tumulte de la grande ville. Personne ne sait vraiment ce que représentent ces personnages à tête de tourbe et aux cheveux de paille. Certains les trouvent inquiétants, comme s'ils épiaient chaque mouvement. D'autres les trouvent mélancoliques, comme un groupe d'amis attendant indéfiniment un bus qui ne viendra jamais. Mais c'est là toute la magie de l'art. Il est ouvert à l'interprétation, et l'on plaisante même sur le fait que ces épouvantails possèdent un goût vestimentaire supérieur à celui de bien des gens. En prime, un café adjacent sert des crêpes traditionnelles, de quoi apaiser votre faim en dépit du malaise ambiant. Dans le grand nord de l'Australie, une montagne de granit inquiétante, surnommée le Triangle des Bermudes australiens, défie les explorateurs depuis le 19e siècle. La montagne Noire, également appelée Kalkajaka par les aborigènes de la région, se situe près de Cooktown et est entourée de légendes ancestrales. On raconte que la montagne Noire fut jadis le théâtre de batailles féroces entre clans opposés. Ce lieu est jonché de blocs de granit empilés au petit bonheur la chance et où explorateurs, chevaux et bétail semblent disparaître mystérieusement. Pendant des années, la sinistre réputation de la montagne Noire a semé la terreur, jusqu'à ce que des recherches récentes lèvent enfin le voile sur ces mystères. Il apparaît que ces disparitions pourraient avoir des causes moins surnaturelles que présumées. Le fait que peu de gens aient alors su nager, la présence de crocodiles, ou même quelques pitreries pourraient bien être la réponse à cette ancienne énigme.
L'Antarctique était autrefois une terre verdoyante peuplée de dinosaures. Mais c'est maintenant un continent gelé plus grand que les États-Unis et qui n'appartient à personne. Il n'est pas difficile à trouver. En vous dirigeant vers le sud, vous finirez forcément à un moment par tomber sur un gros bloc de glace au pôle sud de la planète. Il se situe à l'intérieur du cercle antarctique et forme la plus grande masse de glace sur Terre. Le continent est plus grand que les États-Unis et même plus grand que l'Europe entière. Et pourtant, l'Antarctique n'a été officiellement découvert que récemment. Les scientifiques ignoraient son existence jusqu'en 1820. Après sa découverte, il a fallu encore 2 décennies pour confirmer qu'il s'agissait d'un tout nouveau continent. Et quelques décennies de plus après ça, pour lui trouver un nom. Dans Antarctique, anti signifie contraire. Du coup, Antarctique signifie le contraire de l'Arctique. Mais avant que nos scientifiques ne découvrent cette terre, les Grecs de l'Antiquité avaient théorisé qu'il devait y avoir un continent méridional pour équilibrer l'Arctique, situé au nord. De plus, certains scientifiques qui ont étudié l'art et l'histoire orale de Polynésie pensent que ses habitants ont découvert le continent plus d'1 millénaire avant les Européens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous connaissons bien cette terre glacée du pôle sud. En raison de sa situation, il n'y a que 2 saisons là-bas, l'été et l'hiver, et elles durent 6 mois. En été, il fait un peu plus chaud, et le continent est baigné de lumière. En hiver, il fait sombre toute la journée. 98% de l'Antarctique est constitué de glace. Ce continent concentre à lui seul 60% de toute l'eau douce de la planète. Et pourtant, malgré ça, l'Antarctique est le plus grand désert du monde. Par définition, un désert est une zone où la végétation est rare et où il y a peu de neige ou de pluie. Notez que l'abondance de sable n'est pas une condition nécessaire, même si le continent possède du sable et même des dunes. L'Antarctique est le continent le plus venteux de la planète. La vitesse du vent peut atteindre 322 km/h. C'est plus rapide qu'un ouragan. Le peu de neige qui tombe sur ces terres ne fond jamais. Elle s'accumule pendant des siècles et des millénaires. La couche de glace est donc très épaisse. L'Antarctique regorge de secrets. Tout un monde se cache sous cette glace. Par exemple, un grand nombre de montagnes du continent dépassent les 2500 mètres. C'est plus haut que 3 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Actuellement, c'est le gratte-ciel le plus haut du monde. Mais si nous ne voyons pas toutes ces montagnes, c'est parce qu'elles sont cachées sous une couche de glace de près de 5000 mètres d'épaisseur. Il y a aussi un lac là-dessous, à 3350 mètres de profondeur. C'est le lac Vostok, du nom de la station de recherche Vostok sous laquelle il est situé. À l'origine, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il y a plus d'1 siècle, un scientifique a suggéré que l'énorme pression créée par les tonnes de glace pouvait diminuer le point de fusion de la glace dans les couches les plus basses de la calotte, et ainsi créer de l'eau liquide et former un lac. Il n'a pas pu prouver lui-même sa théorie, mais des scientifiques ont plus tard repris ses travaux et ont confirmé que tout ça tenait la route. Il existe également un canyon en Antarctique, caché sous d'énormes masses de neige. Il est plus profond que le Grand Canyon d'Arizona. Une chaîne de montagnes divise le continent en 2 parties, l'Antarctique oriental et l'Antarctique occidental. Dans la partie occidentale du continent, les températures sont plus élevées et la fonte des glaces a commencé. Si l'Antarctique occidental fond et libère toute son eau, le niveau moyen de la mer augmentera d'environ 5 mètres. Cela suffira pour que certaines villes disparaissent complètement d'un bout à l'autre de la planète. La première à disparaître sous les eaux pourrait être la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui se trouve à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, ce sera Amsterdam aux Pays-Bas, puis Ho Chi Minh Ville au Vietnam, Cardiff au Royaume-Uni et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Antarctique, où des scientifiques résident de longs mois pour étudier ce continent mystérieux. Au fil des ans, quelques enfants y sont même nés. Mais ce n'est pas un pays, et ces terres n'appartiennent à personne. Elle est régie par le traité sur l'Antarctique, un accord de recherche et de collaboration pacifique qui interdit toute revendication territoriale. Signé à l'origine par 12 nations, il compte aujourd'hui 59 signataires, dont la moitié ont un pouvoir de décision. Le continent est peuplé tout au long de l'année par des chercheurs du monde entier. Environ 5000 personnes y vivent en été et 1 millier en hiver. Cependant, personne n'y réside en permanence. Les gens vont et viennent, et les scientifiques y séjournent à tour de rôle. La température moyenne annuelle y est de moins 34 degrés Celsius. Mais il fut un temps où l'Antarctique était à peu près aussi chaud que la Melbourne d'aujourd'hui.
C'était il y a environ 45 millions d'années. Et je n'étais pas encore né à l'époque. Mais le continent était couvert de forêts et les dinosaures parcouraient ces contrées, vivant sous des températures avoisinant les 17 degrés Celsius. C'était bien avant les manchots. Aujourd'hui, il fait tellement froid en Antarctique que pas un seul buisson n'y pousse. Il n'y a que de la neige. Les seules plantes qui peuvent prospérer sous des températures aussi extrêmes sont les lichens, les mousses et les algues. Les humains ne peuvent pas non plus survivre dans des conditions aussi rigoureuses pendant de longues périodes. C'est pourquoi le continent n'a jamais eu de population autochtone. Enfin, si l'on ne compte pas les manchots, les phoques, les baleines et quelques espèces d'oiseaux. La faune de l'Antarctique est la plus rare et la moins diversifiée de la planète, car seuls quelques organismes peuvent résister à ces conditions difficiles, et aussi parce qu'il est interdit d'y amener des espèces non indigènes. Par conséquent, si vous vouliez voyager en Antarctique avec votre chat, on ne le laissera pas entrer. Ce n'est pas moi qui décide des règles. Les quelques espèces qui vivent au pôle sud sont totalement propriétaires de l'endroit, c'est tout. Il n'y a pas plus de 5000 habitants humains et environ 20 millions de manchots. Mais ce sont des colons. En quelque sorte, les ancêtres des manchots vivaient en Australie et en Nouvelle-Zélande. On trouve là-bas encore quelques espèces de manchots, dont le plus petit de la planète, qui ne mesure que 30 cm. Cependant, la plupart ont migré vers l'Antarctique à un moment donné. Peut-être parce que la perspective de grandes quantités de nourriture les attirait. Ce n'est pas à cause du froid qu'ils aiment pour la région. Il s'avère que la plupart des manchots quittent le continent à la fin de l'été. Les seuls à y rester sont les manchots empereurs mâles. Et ils le font pour réchauffer et protéger les œufs laissés par leurs compagnes. Mais où vont tous les autres ? Au début, c'était un grand mystère, même pour les scientifiques. Mais en attachant de minuscules dispositifs de localisation aux pattes de quelques-uns de ces animaux, ils ont trouvé la réponse. Les manchots partent vivre dans les océans du Sud lorsqu'il fait trop froid en Antarctique. 6 mois durant, aucun d'entre eux ne revient sur la terre ferme, puis ils regagnent le continent. Lorsqu'ils reviennent, les œufs confiés aux manchots mâles commencent à éclore. Et les familles sont réunies. Les manchots se nourrissent de différents poissons, et l'océan en regorge malgré les froides températures. Dans certaines régions, l'eau peut atteindre des températures proches de zéro, parce qu'elle est salée. Mais les poissons ne gèlent pas, car leur corps contient des protéines anti-gel. Il y a aussi environ 1 million de phoques en Antarctique. Ils aiment eux aussi le poisson et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 2 heures. Ils voient beaucoup mieux sous l'eau qu'à la lumière du jour et utilisent leurs moustaches pour localiser leur nourriture. Les trous qu'ils creusent dans la glace pour respirer peuvent se refermer pendant qu'ils nagent. Et ils doivent alors utiliser leurs dents pour faire un nouveau trou. Les phoques peuvent même dormir sous l'eau et remonter à la surface de temps en temps sans se réveiller. Impressionnant. Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux UH Charlie de l'espace. Certains l'appellent planète 9, tandis que d'autres préfèrent planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle vraiment ? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau,
remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire, y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9. Un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes,
les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine. Tu regardes par la vitre et tu vois les arbres s'agiter furieusement. Les vents sont si puissants qu'ils arrachent pratiquement tout ce qui se trouve dans la rue. Il y a aussi des trompes d'eau qui te tombent dessus. Tu conduis aussi vite que tu peux, mais soudain, ta voiture s'arrête. Tu as déjà entendu les termes typhon, cyclone et ouragan, mais tu ne sais probablement pas ce qui les différencie. Le terme scientifique officiel pour les trois est tempête tropicale. Bien qu'ils s'agissent pratiquement de la même chose et qu'ils se forment de la même façon, ils diffèrent selon l'endroit où ils se produisent. Les ouragans sont ceux qui se forment au-dessus de l'océan Atlantique ou à l'est de l'océan Pacifique. Les cyclones tropicaux sont comme des turbines géantes, alimentées par de l'air chaud et humide. Ils se forment uniquement au-dessus des masses d'eau océanique chaude près de l'équateur. L'air chaud et humide qui entoure l'océan s'élève et laisse de l'air à basse pression près de la surface. Ensuite, l'air qui se trouve au-dessous devient humide et chaud et s'élève à son tour. Le cycle se poursuit, l'air chaud s'élève et comprime la basse pression près de la surface, qui remonte après cela sous forme d'air chaud et humide. Lorsque l'air chaud et humide se refroidit, il forme des nuages. Ces nuages créent les tempêtes tropicales que nous craignons tous. Les tempêtes tournent dans le même sens que la rotation de la Terre. Ainsi, les tempêtes au sud de l'équateur tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et les tempêtes au nord de l'équateur tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'œil du cyclone apparaît lorsque la tempête se met à tourner si rapidement que son centre s'éclaircit en raison d'une plus faible pression atmosphérique. Mais il faudrait que tu le regardes d'en haut pour le voir, ce qui est super risqué. Les tempêtes tropicales se déplacent généralement à environ 63 km/h. Les cyclones tropicaux sont beaucoup plus rapides, environ 119 km/h. Ils sont aussi connus sous le nom d'ouragans. Si tu te tiens à l'extrémité du pôle Nord ou du pôle Sud, la rotation de la Terre te semblera s'arrêter, même si le reste du monde continue de vivre dans l'alternance du jour et de la nuit. Au pôle, les nuits sont vraiment longues et les jours peuvent durer des mois. À l'équateur, l'alternance jour-nuit est réglée sur la circonférence de la Terre, qui est d'environ 40 000 km. La force de Coriolis fait que les vents qui parcourent de longues distances autour de la Terre semblent se déplacer selon une courbe plutôt qu'une ligne droite. Et à cause de la forme unique de la planète, les vitesses diffèrent. Cela affecte également la force de Coriolis et les ouragans. Étant donné que la trajectoire d'un phénomène atmosphérique donné ne sera pas incurvée par rapport à la surface de la Terre au niveau de l'équateur, la force de Coriolis sera égale à 0. Au départ d'un ouragan, il y a l'eau chaude des profondeurs de l'océan.
Tout commence dans les couches moyennes humides de l'atmosphère, qui sont elles-mêmes recouvertes d'une atmosphère froide. Il faut aussi des vents faibles et des perturbations de surface. Et cela peut s'étendre sur environ 500 km autour d'une grande étendue d'eau, à partir de l'endroit où se trouvera le centre d'un grand ouragan. La bonne nouvelle, c'est que les ouragans s'affaiblissent lorsqu'ils approchent des terres, parce que l'eau chaude au milieu de l'océan ne leur fournit pas l'énergie dont ils ont besoin pour conserver leur force initiale. Mais ils feront quand même des dégâts considérables en raison des vents forts et de la pluie. En 1900, l'un des plus gros ouragans a eu lieu près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il est ensuite allé jusqu'à la Floride et le Texas et est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'était transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée échelle de Saffir-Simpson. Il existe 5 catégories différentes, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Lors d'une tempête de catégorie 1, les vents se déplacent à une vitesse comprise entre 119 km/h et 153 km/h. Tu peux t'attendre à ce que certains arbres soient déracinés et à la destruction de quelques mobil-homes. Elle peut gravement endommager les maisons et provoquer d'importantes coupures de courant. Les ouragans de catégorie 5 atteignent une vitesse de plus de 250 km/h et ne laissent rien sur leur passage. Ils peuvent même détruire complètement certains bâtiments qui s'écrouleront sur leur fondation. Et plus les vents sont rapides, plus les dégâts sont importants. Il faut aussi s'attendre à de nombreuses inondations. Les habitants de Galveston, au Texas, ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de la tempête qui s'est étendue jusqu'en Oklahoma et au Kansas, avec des crues soudaines de 6 mètres. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines, puis les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, mais elles étaient assez solides et ont finalement pu résister. Compte tenu de la densité de population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Le total des dommages matériels s'élevait alors à environ 30 millions de dollars, ce qui serait beaucoup plus aujourd'hui en raison de l'inflation. Après le passage de la tempête dévastatrice, les habitants de Galveston ont construit une digue de 6 km et ont élevé le niveau de la ville de près de 5 mètres. Finalement, ils ont prolongé les digues jusqu'à 16 km, juste au cas où. Si une tempête comme celle de Galveston frappait à l'époque moderne, il n'y aurait pas assez d'abris pour tout le monde. La population a considérablement augmenté partout dans les zones où la tempête a frappé en 1900. Alors imagine-toi assis dans ta voiture en train d'écouter les dernières nouvelles. On indique qu'une tempête vient de frapper le golfe du Mexique et plus à l'est, la région de Cuba. Ce n'est pas grave puisque tu es au Texas. Alors tu rentres chez toi en voiture. Il y a beaucoup de monde dans les stations-service et dans les supermarchés. Les bulletins indiquent maintenant que la tempête va probablement prendre de l'ampleur et frapper l'endroit où tu vis. Bon, maintenant, tu peux commencer à paniquer. Tu veux faire des courses pour te préparer à la tempête qui approche, mais tous les rayons sont vides. Tout le monde se bouscule comme dans un concert de rock. Tu attrapes tout ce que tu peux trouver et tu retournes à ta voiture. Tu as la chance d'avoir acheté quelques litres d'essence supplémentaires juste au cas où. Tu roules de supermarché en supermarché pour essayer d'obtenir quelques produits en plus, mais tu n'as pas de chance. Finalement, tu trouves un endroit qui propose encore quelques produits essentiels. Tu commences à remplir ton panier lorsqu'un bulletin annonce l'évacuation de la population. Tu n'as que quelques heures pour partir. Mais tu as laissé ton chien à la maison. Tu roules d'un embouteillage à l'autre pour regagner ton quartier. L'endroit est complètement déserté. Tu vas chercher ton toutou chéri et tu attrapes quelques affaires importantes avant de partir. Il ne te reste que peu de temps et tu peux déjà commencer à sentir les vents qui viennent de l'océan tout proche. Les informations annoncent que l'ouragan a déjà frappé la Floride. Tu montes dans ta voiture, mais elle ne démarre pas. Comme tu roulais très vite, tu ne t'es pas rendu compte que tu avais vidé ton réservoir d'essence. Heureusement que tu as pris ces bidons supplémentaires avec toi. Avec un réservoir à demi rempli, tu peux sortir de la ville et gagner un endroit sûr où tu retrouveras tout le monde. Les vents sont de plus en plus forts. Il est impossible d'aller plus vite que la tempête. Il n'y a personne en vue. Ils sont tous partis plus tôt. Il se met à pleuvoir à verse. Tu vois des arbres se balancer violemment. Finalement, tu trouves quelque chose qui ressemble à un grand abri. En t'en approchant, tu t'aperçois qu'il s'agit d'un centre commercial abandonné. Et c'est alors que le pire se produit.
Tu comprends que tu as roulé dans la mauvaise direction pendant tout ce temps. Tu sors quelques instants de ta voiture pour t'étirer et réfléchir à ton itinéraire à partir de ce point. Les vents sont si forts que tu retournes à ta voiture et tu découvres que ton chien s'est enfui. Tu ne le trouves nulle part. Tu roules un peu et tu l'appelles, mais il ne répond pas. Tu le vois enfin derrière des buissons en train d'aboyer. Tu cours vers lui et tu constates qu'il a trouvé un abri souterrain abandonné idéal. Les vents ont maintenant atteint un point critique et il t'est impossible de reprendre la route. Tu rassembles tes affaires et tu descends. L'abri est tout équipé et il y a même un lit. Tu entends le vent et la pluie au-dessus de toi et tu te blottis contre ton chien. Le lendemain, en te levant, tu vois que ta voiture a été projetée sur une autre route et qu'il n'y a plus un seul arbre en vue. Mais bon, tu as au moins la chance d'avoir survécu à l'une des tempêtes les plus puissantes de tous les temps. On dit que cet endroit regorge d'argent. Il y serait entreposé depuis des siècles, mais personne n'a réussi à l'emporter de cette île. Les chasseurs de trésors sont fascinés par cet endroit depuis 1795. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance à la recherche de ces richesses, peut-être cachées là des pirates espagnols ou par des templiers. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'y rendre, le lieu ayant été privatisé. Tout ce que l'on peut faire, c'est une excursion autour de l'île. Sinon, il est toujours possible de regarder l'émission de télé-réalité des frères Lagina, Rick et Marty, qui forment une équipe de passionnés à la recherche des trésors de l'île aux Chênes, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il semblerait qu'il n'existe aucun endroit au monde où les caméras de télévision ne peuvent aller. L'une des découvertes les plus célèbres est celle du puits au trésor. Malgré son nom prometteur, il n'était pas rempli d'argent. Remontons donc d'environ 2 siècles. Le puits au trésor fut découvert par un jeune homme de 16 ans en 1795. Un jour, Daniel McGuinness alla pêcher sur l'île aux Chênes. Il y vit un arbre. Évidemment, il s'agissait d'un chêne. Mais il portait des marques bizarres. Ces marques ne semblaient pas naturelles. Daniel décida donc de faire un tour dans la zone. Il aperçut alors un trou dans le sol et commença à creuser. 2 de ses amis l'aidèrent. Mais au lieu d'un trésor, les garçons ne trouvèrent que des plateformes de bois placées sous terre à intervalles réguliers. Ça ressemblait à une cachette pour de l'argent ou des bijoux, mais ils ne découvrirent rien de précieux. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange au fond de ce puits. Quelqu'un y trouva une pierre de granit sur laquelle était gravée une inscription. Nombreux sont ceux qui ont tenté de la déchiffrer, mais la plupart ont échoué. Il en existe cependant une traduction. 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. Oui, McGuinness et ses amis auraient dû creuser davantage. L'autre élément amusant du puits au trésor est la fibre de noix de coco qui s'y trouve. On dit que de grandes quantités de cette fibre ont été découvertes à une profondeur de 18 mètres. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais je dois te rappeler une chose. L'île aux Chênes se trouve en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les cocotiers n'y poussent pas. Les plus proches se trouvent à environ 2500 km de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un aura donc apporté cette fibre à dessein. Des chercheurs ont émis l'idée que la fibre de noix de coco aurait pu être utilisée pour fabriquer des cordes et descendre les trésors dans le puits. Ensuite, voici 2 étranges mystères. À la fin des années 1800, la Oak Island Treasure Company inspecta et fouilla l'île de fond en comble. Tout le monde pensait que quelque chose d'énorme y était caché. Les hommes réussirent à creuser à 46 mètres sous terre, ce qui équivaut à 15 panneaux stop les uns sur les autres. Comme tu t'en doutes, ils ne trouvèrent pas les tonnes d'or et de diamants qu'ils espéraient. Mais ils découvrirent un manuscrit. Selon une théorie, il s'agirait d'un des manuscrits perdus de Shakespeare. Certains scientifiques pensent qu'il a été caché là par l'écrivain et savant Francis Bacon, peut-être le véritable auteur des œuvres de Shakespeare. Oui, une rumeur veut que ce soit Francis et non William qui ait écrit toutes ces pièces et ces sonnets. Mais cela n'a jamais été prouvé. Le puits au trésor est peut-être le puits le plus célèbre de l'île aux Chênes. Mais ce n'est ni le seul, ni le premier. Avant sa découverte, les chasseurs de trésors avaient foré la terre dans la baie de Smith. Lors de la construction d'un barrage, ils trouvèrent une structure de bois. Elle avait la forme d'un U et portait des chiffres romains. Après analyse, les spécialistes affirmèrent qu'elle datait de 1769. Le puits au trésor fut découvert 26 ans plus tard. Ce fait a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles cette structure aurait pu faire partie du puits au trésor que tout le monde recherchait.
Maintenant, regarde cette pièce des Templiers. Ce n'était pas la première découverte sur l'île, mais elle fut cruciale. Même si cela ne semble pas très important aujourd'hui, à l'époque médiévale, ces pièces permettaient d'amasser une quantité incroyable de richesses. Elles étaient généralement stockées dans les forteresses européennes. Pour les chasseurs de trésors, cette pièce était extrêmement significative. La logique est simple. S'il y a une pièce de ce type, il doit y en avoir d'autres. Et ils avaient une raison, cette découverte ne fut pas unique. On trouva un carreau d'arbalète sur la rive sud-ouest de l'île. Les experts estiment qu'il date du XIIIe siècle. Mais là encore, ce n'est pas ce que cherchaient les chasseurs de trésors. On découvrit d'autres pièces sur l'île. Rick et Marty Lagina sont tombés sur celle-ci dans un marécage. Elle est en cuivre et provient cette fois d'Espagne. Au départ, ils ne purent déchiffrer que le chiffre 8 sur sa surface. Mais plus tard, des experts se penchèrent dessus et affirmèrent qu'elle avait été fabriquée aux alentours du XVIIe siècle. Ils réussirent à bien la nettoyer et virent la date de 1652 gravée dessus. Selon une théorie, des explorateurs espagnols auraient trouvé un trésor mais l'auraient caché au lieu de l'apporter au roi. Il est donc possible que cette pièce soit tombée d'un coffre rempli de pièces et de bijoux et qu'elle fasse partie du trésor que tout le monde recherche. Ou peut-être que quelqu'un l'aura accidentellement perdu en cherchant le vrai trésor. Qui sait? Gary Drayton est un autre chasseur de trésors célèbre. Gary et son équipe, accompagnés de Rick Lagina, ont découvert 2 pièces de monnaie sur l'île. Il s'agit de pièces Britannia du roi Charles II datant du XVIIe siècle. L'une d'entre elles porte une inscription très nette, indiquant qu'elle a été frappée en 1771. Un autre trésor des marais, probablement d'origine espagnole, fut encore découvert. Il s'agit cette fois d'une bague en argent. Un spécialiste l'a étudiée de près et a affirmé qu'elle a été réparée 2 fois. L'anneau a été agrandi 1 fois et raccourci 1 autre fois. Il est orné d'un motif floral, très populaire dans l'Europe des années 1730. Parmi les autres objets mystérieux découverts par Rick et Marty, il y a un bouton d'argent. Il est assez ancien. Il remonterait au milieu du XVIIIe siècle, avant la découverte du puits au trésor. Cette découverte n'a donc pas été jugée très importante. Le bouton a pu simplement appartenir à un fermier qui élevait du bétail sur l'île. Il n'existe aucune preuve officielle qu'on ait jamais trouvé un coffre rempli de pierres précieuses et de pièces de monnaie sur l'île aux chênes. Mais quelques passionnés y ont trouvé des bijoux. Tout d'abord, ils ont trouvé une broche sertie d'une magnifique pierre rouge. Ils pensaient à tort qu'il s'agissait d'un rubis. Mais un expert a déclaré qu'il s'agissait d'un grenat. La broche est en argent et est plutôt ancienne. Les spécialistes pensent qu'elle a pu être fabriquée vers le XVIe ou XVIIe siècle. On a découvert une autre broche, sans pierres précieuses, mais ornée d'un motif complexe, le dessin d'une feuille et d'une corde. La feuille possède 13 pointes, ce qui a immédiatement éveillé la curiosité des chasseurs de trésors. Tout d'abord, un arbre à 13 branches est gravé sur un rocher de la côte nord de l'île. De plus, de nombreuses personnes pensent que le chiffre 13 était important pour les Templiers. Nos passionnés ont également trouvé une broche non loin de l'endroit où vivait Daniel McGuinness, celui qui a trouvé le puits au trésor. La broche a été montrée à un expert, Charles Lewton Brain. Il leur a affirmé que ce bijou n'était pas serti de pierres précieuses. En fait, la pierre qui semblait être précieuse n'était qu'un morceau de verre. Il s'agit d'un verre riche en plomb, du cristal. Après analyse, on s'aperçut que la broche était partiellement en or. Les spécialistes affirment qu'elle date du XIVe siècle. Alors, s'agit-il du trésor que tout le monde recherchait ? Attention, cette vidéo va faire du bruit. Les poissons-crapauds ont une capacité unique. Ils peuvent créer un son très fort. L'oreille humaine ne peut généralement pas l'entendre, surtout si un seul poisson émet le son. Mais si plusieurs se mettent à le faire en même temps, tu ne pourras peut-être pas t'empêcher de l'entendre. Les poissons-crapauds vivent au large de la côte de Sausalito en Californie. Et chaque année, des milliers d'entre eux se rassemblent en banc pour faire la fête et crier. Ensemble, ils créent un son collectif qui peut être facilement entendu par les habitants vivant près du rivage. Le bruit que l'on peut décrire comme un bourdonnement sourd peut même pénétrer jusqu'au centre-ville.
Certaines personnes sont évidemment gênées par ce bourdonnement constant. C'est un phénomène naturel unique, mais il y a un hic. À un moment donné, les poissons s'éloignent du rivage, mais le son persiste. Par ailleurs, les scientifiques ont prouvé que ce bruit créé par les poissons ne pouvait pas se propager dans la ville, et de nombreux habitants des zones côtières ne l'entendent pas. Malgré tout, certaines personnes continuent d'entendre ce bourdonnement étrange. Maintenant, imagine que tu as déménagé dans un petit village d'Écosse. Tu loues une chambre, tu dînes et tu vas te coucher. Alors que tu sombres lentement dans le sommeil, un bourdonnement étrange envahit ta chambre. On dirait que quelqu'un a démarré son moteur quelque part au loin. Le son est semblable à celui de basses puissantes qui sortiraient d'un haut-parleur. Le bourdonnement t'empêche de dormir, tu as des migraines et même des nausées. Le matin, tu découvres que d'autres habitants entendent aussi ce terrible bourdonnement. Ils te parlent d'une énorme usine située à proximité. Les machines, les moteurs, les chaudières à vapeur, les grandes bouches d'aération et les générateurs émettent un bourdonnement sourd qui traverse l'air. Les ondes sonores se propagent dans tout le village et gênent les personnes à l'ouïe fine. Cela fait plusieurs jours que tu entends ce son et que tu souffres d'insomnie. Et puis un jour, l'usine fait faillite. Les ouvriers quittent leur poste et éteignent tous les moteurs et les ventilateurs. Génial! Tu vas enfin pouvoir dormir en paix. Mais tu sais quoi? Le son ne disparaît pas. Il te suit où que tu sois. Et il ne s'agit pas de l'usine, du poisson ou du moteur d'un camion. Imagine que tu te promènes dans les rues d'une petite ville anglaise. Il y a beaucoup d'avions qui volent au-dessus de toi. Le bourdonnement qu'ils émettent te suit. Même dans ton lit, tu peux l'entendre. Tu te demandes s'il y a un aéroport à proximité. Tu poses la question aux habitants et tu découvres qu'il n'y a même pas de piste d'atterrissage ici. Mais alors, d'où vient ce son? Tu lèves la tête pour regarder en l'air et tu vois un ciel dégagé. Il n'y a pas d'avion, mais il y a du bruit. Et tu n'es pas le seul à l'entendre. Certains habitants sont sûrs que le bourdonnement provient du trafic à grande vitesse sur l'autoroute. Des milliers de voitures roulent dans les deux sens et laissent des ondes sonores massives derrière elles. Mais la nuit, il n'y a pas de voiture, et pourtant, le son reste. Tu es peut-être en train de devenir fou. Les histoires de plusieurs témoins à propos de ce bourdonnement te sauvent de cette folie. Et ce ne sont pas seulement les habitants de cette ville qui en font l'expérience. Environ 4% des personnes sur la planète entendent le bourdonnement. Des inconnus partagent ce bourdonnement qui les empêche de dormir et de se concentrer sur quoi que ce soit. Le son les suit partout et ne s'arrête jamais. Certaines personnes l'entendent toujours, alors même qu'elles déménagent à un autre endroit. Peut-être que tu l'entends en ce moment même et que tu n'y fais pas attention. Alors, fais-y attention. Si tu l'entends une fois, tu ne pourras plus cesser de l'entendre. Il existe un site web et un forum en ligne consacré au bourdonnement. Des gens du monde entier renseignent les coordonnées des endroits où ils ont entendu ce phénomène mystérieux. Tu peux trouver des milliers de ces coordonnées sur le site et même ajouter les tiennes. Les gens décrivent différents niveaux de bruit et partagent leurs sources. Certaines théories affirment que le bourdonnement n'est autre que le son de notre planète provenant du noyau. D'autres affirment qu'il provient de l'atmosphère. Des scientifiques ont même été consultés, mais ils ne connaissent pas la raison de ce phénomène. Les gens utilisent des micros et des amplis sophistiqués pour enregistrer le bourdonnement. Presque partout, ils détectent une vibration à basse fréquence qu'il est pratiquement impossible pour l'oreille humaine de capter. Elle se mêle au bruit des voitures, des imprimantes de bureau et des rames de métro. Parfois, les gens cessent de l'entendre, mais le bourdonnement augmente lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. De nombreux témoignages émanent des habitants de certaines villes industrielles. Parfois, ces chercheurs de son ont réussi à trouver la source. Ils se sont retrouvés dans des usines avec des générateurs en marche où le son pénétrait dans le système de ventilation qui le propageait à l'extérieur du bâtiment. Lorsque les générateurs ont cessé de fonctionner, le son a disparu. Mais ce sont des cas rares. La plupart du temps, personne ne peut trouver la source du bourdonnement. L'un des endroits les plus célèbres où tu peux l'entendre se trouve dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique. Environ 2% des habitants entendent un bourdonnement étrange tous les jours. Certains touristes en font aussi l'expérience. Des scientifiques sont venus dans la ville pour étudier ce mystère, mais n'ont trouvé aucune explication. Selon certaines théories, l'acoustique inhabituelle de cet endroit est à l'origine du bourdonnement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une hallucination ou du pouvoir de suggestion collective. Tout le monde parle tellement du bourdonnement que le cerveau crée l'illusion d'un son qui n'existe pas. Les habitants croient que la nature du bourdonnement est mystique et associée à de mauvais esprits. Quoi qu'il en soit,
personne n'a encore découvert la vérité. Le bourdonnement que les gens entendent partout dans le monde est peut-être le résultat de l'activité sismique des plaques tectoniques sous les eaux océaniques. D'énormes morceaux de la croûte terrestre se déplacent lentement et entrent en collision les uns avec les autres. Cela crée un bruit qui nous parvient sous la forme d'un bourdonnement. Mais pourquoi seules quelques personnes l'entendraient-elles ? Peut-être qu'environ 4% de la population mondiale possède un sens unique de l'ouïe. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas non plus été en mesure de confirmer la théorie des plaques tectoniques. Certains chercheurs pensent que les sous-marins en sont la raison. Ils utilisent des signaux radio à basse fréquence pour communiquer dans le monde entier. Ces signaux se propagent à la surface et peuvent affecter le corps humain. Lorsque l'oreille capte ces ondes sonores, elle réagit et provoque des vibrations similaires au bourdonnement. Cela se produit parce que l'énergie sonore à basse fréquence entre en collision avec les tissus mous du crâne et stimule le nerf auditif. En fait, ce n'est même pas un son, c'est une hallucination qui est créée par ton cerveau. Quoi qu'il en soit, personne ne peut confirmer cette théorie non plus. Peut-être que les orages créent le phénomène du bourdonnement. Environ 8 millions d'éclairs frappent la Terre chaque jour. Chaque impact crée une puissante charge électromagnétique. La foudre pénètre dans l'air et le fait résonner entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Cela semble compliqué, mais le principe est simple. Imagine que tu souffles dans le goulot d'une bouteille. Tu entends ce faible bourdonnement ? La foudre fonctionne de la même façon avec l'air. Et ce n'est pas qu'un seul coup. Imagine des millions de ces coups de foudre. Les ondes sonores se propagent sur toute la planète et certaines personnes les entendent. Les éclairs frappent la Terre en permanence, si bien que le bourdonnement ne s'arrête jamais. En 1973, des scientifiques ont avancé une théorie selon laquelle la cause du bourdonnement serait le cisaillement du jet stream contre l'air plus lent. En d'autres termes, le vent et les flux d'air rapides croisent les flux plus lents et un sifflement apparaît, amplifié par les tours électriques et les lignes à haute tension. D'ailleurs, les premiers témoignages de bourdonnement sont apparus dans les années 70. Les gens ont découvert l'existence de ce phénomène dans la petite ville britannique de Bristol. Des dizaines de résidents ont entendu ce bruit étrange dans différents endroits de la ville. Au début, ils l'ont ignoré. Puis le son est devenu de plus en plus irritant. Il empêchait les gens de travailler et de mener leur vie quotidienne. Ils n'arrivaient plus à dormir ni à se concentrer sur quoi que ce soit. Dans la ville voisine, il y avait un entrepôt avec des ventilateurs industriels. Les habitants étaient sûrs que c'était la raison du bourdonnement. L'entrepôt a cessé de fonctionner quelques années plus tard, mais le son est resté. Tu peux même encore l'entendre aujourd'hui si tu visites la ville. Il existe de nombreuses théories sur le bourdonnement, mais on peut en éliminer presque la moitié grâce à un seul facteur. Les plaques tectoniques, l'activité sismique, les éclairs, la croûte terrestre et la résonance de l'air sont des phénomènes naturels. Or, les gens n'ont pas parlé du bourdonnement avant les années 70. Si ce phénomène était apparu plus tôt, de nombreux journaux auraient écrit à ce sujet. Donc, manifestement, le bourdonnement n'est pas un mystère de la nature. C'est peut-être une conséquence de toutes nos avancées technologiques. Les usines, les lignes électriques, les avions, les voitures, les bateaux, les trains, les micro-ondes et les générateurs créent un bruit de fond imperceptible que la plupart des gens ignorent. Nous sommes tellement habitués à tous ces bruits que nous avons oublié ce qu'est le silence. Notre cerveau a peut-être créé ce bourdonnement dans notre tête pour répondre à notre monde bruyant. Si tu te mets à écouter attentivement ton environnement à partir de maintenant, quel genre de son vas-tu entendre ? D'où viennent-ils ? Et y a-t-il un bourdonnement parmi eux ? La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique.
Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Risha, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappant. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes. Un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucomètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudre en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 250 km et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume.
Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an durant 10 heures par jour et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010. Ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde. Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longjiu. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer ? Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentent des marques de bourrines, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête.